l'association toulousaine Parle avec elle présente Parle avec les pépites, à l'occasion du 7e marché des créatrices. Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. C'est pas souvent qu'on a un espace pour pouvoir montrer nos créations et partager aussi entre nous toutes et voir qu'on n'est pas seul. Un cachivache est une chose cassée ou inutile. C'est vraiment un acte magique. Une tentative de capter, de faire durer l'instant. Se lever tous les jours en se disant « Ah, c'est génial, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui et qui va pouvoir peut-être plaire aux gens ?» Partir à la rencontre de celles qui ont décidé de se lancer, d'inventer, de donner vie à leurs émotions au travers de leur création. Elles sont bijoutières, plasticiennes, couturières, cachivartistas, coachs de vie, ébénistes, épicières ou encore céramistes. Des parcours, des âges, des origines diverses, mais une même envie de travailler de façon singulière et apporter sa pierre à l'édifice de notre société tremblante. Au micro, Oriane Marty. Épisode 4, où il est question d'espace et de processus. Et si vous deviez donner un mot pour votre rapport à l'atelier ? Plus de rigueur. Une bulle, un plaisir. Exutoire. Mon atelier, il est assez simple. Il fait 11 mètres carrés. Donc c'est tout petit, surtout pour un atelier d'ébéniste. Et en même temps, il est ouvert. C'est-à-dire que j'ai une grande porte de garage qui donne sur le parc. Donc dès que je peux, je sors travailler à l'extérieur. Ça me permet d'être presque au milieu de la nature, avec des oiseaux tout autour. Et en même temps d'évacuer à l'extérieur toute la poussière que je peux produire avec mes restaurations. Moi, c'est un tout petit box. Il fait à peine, je pense, 12 mètres carrés. J'ai des tréteaux, une grande table où je peux m'asseoir et façonner mes objets. Après, j'ai une petite table établie. Alors en fait, c'est parce que c'est une table en fait que moi j'ai transformée en établi. Qui prend la majorité de la place avec tous les outils à main, les ciseaux qui sont suspendus. C'est important de séparer des espaces. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais parce que dans 12 mètres carrés, séparer les espaces, c'est pas forcément simple. Mais j'ai fait un espace où il y a mon four, un espace où il y a mon tour, un espace où il y a les émaux pour émailler. Donc dans un autre coin de l'atelier, il y a une partie machine et un petit côté où effectivement il y a toutes les petites pièces d'assemblage pour les bijoux. Il y a plein de malles où dedans il y a plein de choses. Donc il y a du papier journal, des magazines, des boîtes de conserve, des bouteilles. Tout un tas de petits rangements pour les différents bois que j'ai récupérés et que j'utilise au fur et à mesure de mes créations, que je pioche au gré des envies, que j'essaye de mélanger. J'ai plein d'étagères parce que la particularité quand on fait de la céramique, c'est en fait on a tout le temps des pièces qui sont en train de sécher, il faut les entreposer et pour gagner de l'espace, il faut des étagères. Donc il y en a vraiment partout. Derrière, il y a une étagère sur laquelle il y a tous les produits que je peux utiliser, donc le décapnate, le vernis. J'ai un petit peu toutes mes pièces, les pièces du début, les premières que j'ai faites, qui sont un peu moches, mais que j'aime bien parce que c'est les pièces avec lesquelles, quelque part, c'est un peu l'image de ma progression. Elles sont là. Je pourrais pas les vendre, mais il y a un lien parce que c'est peut-être les premières pièces qui sont nées avec ma profession de céramiste. Je suis dans ma coloc, le salon, on enlève tout ce qu'il y a, je me mets sur la table basse et j'active la machine à coudre. Et du coup, tu stockes où ton tissu ? Dans ma chambre. Et tous les produits finis, dans un carton dans ma chambre. Voilà, j'ai des piles entières. Est-ce que tu aimerais avoir un atelier ? Ouais, j'aimerais bien. Mais je sais pas quand encore. Je verrai dans les années qui suivent comment ça va se passer. J'arrive pas du tout à me projeter en fait parce que le projet, il est en train de se lancer. Le fait là de travailler quand je suis dans la coloc, c'est un peu un plaisir pour tout le monde. C'est une activité comme une autre qu'on fait tous ensemble, c'est cool.
Vous venez d'entendre Lorraine, Marion, Anaïs et Margot. Lorraine et Marion sont ébénistes. L'une restaure des vieux meubles et crée des bijoux à partir de boîtes de conserve. L'autre crée des impairs de boucles d'oreilles avec du bois de récupération. Le hasard a voulu que toutes deux soient collègues d'atelier. Elles se sont installées aux Imaginations Fertiles, une grande structure issue de l'économie sociale et solidaire qui accueille, entre autres, des ateliers d'artisans. Anaïs est céramiste et éducatrice spécialisée. Elle aussi crée dans un espace partagé. Il y a peu, elle a déposé son argile dans le hangar du collectif La Mèche. De son côté, Margot est encore étudiante en communication. Et vous l'aurez compris, elle s'est lancée depuis peu. Elle travaille en collaboration et à distance avec sa mère, qui est basée à Clermont-Ferrand. Qu'il soit petit, partagé ou encore de salon, l'espace dans lequel se passe l'acte de créer porte une symbolique qu'il me semblait intéressant d'interroger. Questionner le rapport que l'on entretient avec l'atelier, c'est une plongée dans l'espace et le temps de chacune. Qu'il ait été choisi par hasard, par contrainte de taille, de matériaux ou d'une technique salissante, à l'issue d'une recherche d'émulation collective ou comme exutoire distinct du bouillonnement extérieur pour séparer son temps ou comme un endroit pour exposer, l'atelier, c'est comme une chambre à soi où l'on peut s'exprimer, se réfugier et s'incarner. Et finalement, vous allez voir qu'on en revient fondamentalement à parler de création. Alors, je vais pas vous mentir. Donc, j'ai un atelier, mais j'aime bien passer du temps à créer chez moi aussi. Anaïs. Dans le sens où, chez moi, c'est là où je vais créer des prototypes. J'ai beaucoup de lumière. J'ai mon tour qui est installé à côté de ma chambre. J'ai un petit espace où je peux tourner. Donc, pour l'instant, on va dire que ça, c'est plutôt le lieu où naissent les idées et la créativité. Ensuite, l'atelier, c'est là où je vais réaliser des choses que je ne vais pas pouvoir faire chez moi, puisque hautement toxiques. J'utilise des matières, des matériaux qui, voilà, sont pas forcément très très bons pour la santé. Donc, l'atelier me permet, pour l'instant, d'émailler, de faire mes cuissons avec mon four. Donc, il y a quand même des vapeurs qui émanent de ce four, hein, donc c'est pas voilà, donc je vais faire tout ce qui est assez dangereux entre guillemets. Parce que c'est un grand espace, que voilà, on utilise tous des produits, des lacs, etc., des choses, donc voilà, c'est vraiment safe pour travailler. Ça fait pas très longtemps que j'ai intégré un collectif qui s'appelle La Mèche, donc c'est un hangar partagé. Je partage cet atelier donc avec une sérigraphiste, un monteur vidéo, 2 peintres, avant il y avait une tisserande, voilà, donc c'est très éclectique. Le lieu où j'ai mon atelier est géré par une association qui s'appelle les Imaginations Fertiles. Marion. Qui travaille majoritairement avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a à peu ou prou une vingtaine de structures qui sont sur place. Et donc en plus de ces structures qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, on est 6 artisans. Donc il y a une partie d'un bâtiment qui est dédiée aux ateliers. Donc au-delà d'avoir différents artisans autour de moi, j'ai aussi toute une émulation. Quand j'ai choisi de m'orienter vers l'artisanat pour ma reconversion, c'était une de mes peurs principales, c'est-à-dire de me retrouver toute seule, alors que je suis quelqu'un plutôt sociable, qui a besoin de travailler en groupe et qui a besoin de voir du monde. Ben, déjà, c'est vachement intéressant parce que ça permet aussi d'échanger. Lorraine. C'est-à-dire que comme on est quand même plutôt pas mal à travailler aussi le bois, c'est pas mal parce que on peut, les uns les autres, on peut aller se demander conseil. Tu l'aurais fait comment ? C'est intéressant, il y a une dynamique. Et puis après, quand on veut créer un projet aussi, on peut créer un projet tous ensemble. On avait voulu créer un marché. Du coup, on l'a fait ensemble, on a pu en parler ensemble. Donc oui, ça forcément, ça amène quelque chose de positif. On est ensemble, quoi. On a envie de faire les choses, ça booste, quoi. C'est assez nouveau, donc j'ai peut-être pas encore assez de recul pour exprimer ce que ça peut générer. C'est toujours stimulant d'entendre d'autres gens travailler. Ça, pour moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup à avoir envie de rester dans l'atelier. Et puis, c'est comme quand on travaille ensemble, quand on étudie et qu'on se met tous dans une pièce pour étudier, même si on fait des choses différentes, la présence des autres, c'est stimulant. Il y a un respect de la contrainte de l'espace.
Au départ, je voulais faire des puzzles, je voulais faire du décapage de vieux meubles pour les restaurer. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé un atelier qui est beaucoup plus petit, avec des gens autour qui gravitaient, des artistes et des artisans dans d'autres spécialités. Et au final, ça m'a permis de m'orienter vers des petits objets, vers du bois de récupération. J'ai gardé l'aspect puzzle, puisque la plupart de mes bijoux sont en puzzle. C'est aussi des impairs de boucles plus que des paires. Donc j'ai vraiment trouvé 2-3 pistes qui me sont propres et qui m'ont permis de m'installer. Mais le déclencheur, c'était ça. C'était une formation particulière, une contrainte au niveau de la taille de l'atelier, une émulation et un partage qu'il y avait autour de moi qui m'ont permis de me concentrer sur cette création. Parce que cumuler à la fois une activité qui est à la base solitaire et qui me plaît quand même, parce qu'il y a un côté méditatif dans le travail sur la matière, pour réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, et ce que j'adore aussi. Mais après, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui donnent leur avis, qui font évoluer, ça c'était hyper précieux. Donc du coup, là, j'ai la chance de pouvoir cumuler les deux en fait. D'avoir une activité où on peut vraiment se concentrer sur son travail, arriver à créer suivant les choses qu'on récupère. C'est précieux, mais à la fois d'avoir une émulation. Donc, à la fois dans la création, dans le quotidien, c'est important. Et puis après, dans les ventes, tout simplement. Parce que là, avec la période qu'on est en train de traverser, il n'y avait pas eu de marché. Donc, les 3/4 des ventes, je les ai fait sur place avec les gens qui circulent aux imaginations fertiles. C'est un exutoire. Quand j'y vais, je suis bien, je pense à rien, je fais quelque chose que j'aime et ça me... Voilà, c'est un peu, comme si c'était un petit peu un monde parallèle, quoi. C'est mon petit exutoire, mon petit coin exutoire. J'y suis pas toute la journée dans mon atelier, que je travaille à côté. Donc mon atelier, moi j'y suis 3 après-midi par semaine. C'est-à-dire que ça va être très compliqué des fois dans le taf, parce que je bosse dans le social c'est pas toujours facile. Et je pense que non, c'est justement quand je vais arriver à mon atelier que je vais réussir à poser mon cerveau et à me sentir bien et respirer. Quand je suis là-bas, j'ai pas besoin d'aller m'oxygéner ailleurs, puisqu'en fait c'est là où je me sens bien et que je m'oxygène, quoi. Et des fois j'aimerais pouvoir y aller plus, mais non, il faut que je fasse j'ai un travail et pour l'instant je fais en fonction, quoi. Je suis éducatrice dans une structure, mais je suis embauchée en tant qu'intérimaire. Donc en fait, c'est-à-dire que je peux refuser des missions, je peux accepter des missions, et c'est moi qui vais gérer mon emploi du temps. Et c'est ça qui me permet donc de pouvoir développer mon atelier. C'est pas évident en fait de gérer son temps parce que des fois on est fatigué de la semaine qu'on a passée, parce que je travaille auprès de publics qui sont en demande, donc des fois on est un peu coupé dans sa créativité parce que c'est un travail qui est enrichissant mais qui prend beaucoup d'énergie, et après des fois justement j'ai du mal à me ressourcer clairement, parce que passer d'un domaine à un autre comme ça, la créativité aussi, ça demande un peu d'ennui, un peu de calme, un peu de repos, etc. Donc pour l'instant c'est pas facile des fois de switcher entre les deux, quoi. Et est-ce que tu t'es fait un planning ? Waouh, un planning? Non, pas du tout, non. Non, c'est vraiment... j'essaie de ressentir quand je suis disponible pour créer, et voilà. Ouais, c'est un moment, c'est une bulle qu'on prend pour soi, et en plus on a plaisir de faire des produits finis. Il y a toujours cette fierté de dire j'ai réussi à faire ça, c'est trop cool, et puis ça me plaît de le faire, et puis de base j'aime beaucoup créer, enfin j'aime dessiner, j'aime peindre, et ouais, c'est le fait de se mettre un peu dans une bulle artistique, je trouve. Quand je suis avec ma mère, on passe des journées entières, du matin, on est dans l'atelier à 10h jusqu'au soir. C'est une pièce qu'il y a en plus dans la maison. Et du coup, là, il y a vraiment tout le stock de tissus et tout ça. Oui, on l'a catégorisé comme l'atelier. En gros, ma mère, elle est à Clermont. Et du coup, au début, on a développé le projet à Clermont et on vendait sur du bouche à oreille. Et après, moi, je suis arrivée à Toulouse. Et en arrivant, elle m'a acheté une machine à coudre. Du coup, je commence à faire des produits dès que j'ai un peu de temps à côté de mes études. Et du coup, elle m'a transmis son savoir. Et on va dire que c'est quand même plus ma mère qui crée. Et moi, dès que je peux, je vais plus dénicher des tissus. Et je suis encore dans la phase où je continue d'apprendre à développer tous ces produits.
Bon, il y a souvent de maman, j'ai pas réussi, et du coup elle revient en mode attends, faut que je t'explique. Non, ça va, c'était assez long, mais bon, c'est toujours du plaisir de faire ça ensemble. Et on va dire que maintenant que j'arrive mieux à gérer une machine à coudre, c'est trop cool parce que dès que je rentre à Clermont, c'est vraiment un moment de partage. Toutes les structures qu'il y a sur place accueillent souvent des services civiques. Donc des jeunes qui sont là souvent en design d'objets ou en communication ou avec des études très spécifiques. Et eux, ils ont les yeux qui s'illuminent dès qu'ils savent qu'il y a des artisans sur le site. Donc ils viennent voir nos ateliers. Wow, c'est génial, mais alors qu'est-ce que tu fais? Et du coup, ils ont des regards aussi très différents sur notre processus de création, ce qu'on sort, l'imaginaire qu'ils ont derrière. Donc ça aussi, ça peut faire vachement évoluer le processus. Donc à la fois sur le regard que peuvent avoir les gens sur les objets finis, sur les matières de départ, sur ce qu'ils ont chez eux aussi. C'est-à-dire qu'ils me disent j'ai récupéré ça, peut-être que ça peut t'aider. Donc du coup on m'apporte une espèce de tronc de buis. Donc je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et finalement eux ils me disent j'ai pensé que tu pourrais faire ci ou ça. Donc tout ça, ça fait partie aussi du processus de création. C'est-à-dire soit c'est des créations que je fais par rapport à la matière, soit c'est au fil des demandes des gens qui me font avancer vers autre chose en fait. C'est ça qui est génial, je trouve, dans le partage. Le première étape, c'est d'aller trouver les tissus. Donc ça peut être super long. Faut de la couleur, j'adore le velours. Et je sais pas, c'est vraiment coup de cœur. Ma mère, elle est très dans le vintage. Dès qu'il y a un tissu vintage, elle les cible, elle les voit et elle les prend et c'est trop cool. Et une fois qu'il y a ce tissu coup de cœur, c'est l'analyser, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et après, c'est parti, on a le patron qui est fait, donc on met le patron sur le tissu. Et donc à partir de là, une fois qu'on a la coupe, on peut commencer à coudre, à retourner dans tous les sens et à essayer, à voir ce que ça donne à la fin et voir le produit fini après. Je dis souvent que j'attends un peu qu'ils me parlent, c'est-à-dire qu'ils ont des veines, ils ont des formes, et du coup c'est un petit jeu de les laisser. En général, je les laisse tranquilles dans un coin et mes yeux se posent dessus de temps en temps quand je passe à côté. Et il y a un moment donné où j'ai envie de les prendre. Et à partir de là, j'essaye de faire des petits bouts, des petites découpes. Je vois si ça fonctionne ensemble. Je commence à essayer de dessiner des choses dessus. Et après, il y a les erreurs qui arrivent et qui sont assez porteuses aussi de création, les erreurs, parce que il y a des fois où la scie commence à casser ou à partir dans un mauvais sens. Et là, du coup, ça fait une erreur par rapport à ce que j'avais dessiné. Et au final, ça se transforme dans autre chose. Donc, du coup, j'essaye de voir en quoi ça se transforme. Mais du coup, ça me rappelle une veine de bois que j'ai vue dans un autre bois. Alors, est-ce que je peux peut-être assembler les deux? Qu'est-ce que ça fait? Puis après, c'est gros ou c'est petit? Donc, si c'est gros, peut-être que ça peut faire un pendentif plus qu'une boucle d'oreille. Donc, c'est très évolutif. Ça dépend vraiment des assemblages, de l'humeur du jour et encore une fois, de ce qu'a envie de raconter la matière, quoi. Il y a vraiment beaucoup de ça, je trouve. Je vais avoir le même truc que Marion, mais par rapport à un meuble. Là, j'ai des chaises. Pendant un moment, je faisais des boucles et je regardais mes chaises. Et en même temps, en regardant mes chaises et en faisant mes boucles, je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire avec mes chaises. Et là, du coup, j'ai trouvé ce que je voulais faire, donc je les ai entamées. C'est un peu le même, il y a un peu le même, effectivement, parcours. C'est-à-dire, voilà, vous regardez, vous faites un truc, mais en même temps, vous réfléchissez à ce que vous allez faire avec l'autre. Et c'est vrai que, voilà, il y a ce côté-là. Et le moment où vous l'avez, vous lancez. L'argile, c'est une matière, j'ai l'impression que c'est assez direct, c'est un déclic qui se fait assez instantanément. Moi, la première fois que j'ai mis les mains dans la terre, j'ai vraiment ressenti quelque chose de profond et j'y ai passé des heures. Il s'est passé quelque chose. On est tous différents. Il y a des gens qui vont être plus pragmatiques, plus avoir un raisonnement logique ou plus matérialiste, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je fais beaucoup confiance à mes ressentis. J'appréhende le monde via essentiellement les sens. Quand on se met à créer, donc à tourner ou à modeler, etc., il y a vraiment un abandon. Si on veut vraiment réussir ce qu'on est en train de faire, on peut juste être présent, c'est tout. Parce que si on veut centrer sa terre, par exemple, la première étape, toute première, c'est
centrer sa terre sur la girelle, qui est la plaque tournante en fait que l'on utilise. Il faut vraiment être concentré, parce que en fait, si on est ailleurs, on n'arrivera vraiment rien à faire de son petit tas de terre. Donc c'est plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. C'est la sensorialité, parce qu'il y a aussi cette histoire de pression, si on veut ouvrir, si on veut monter la terre, c'est des micro-tensions voilà, ou des grosses tensions qu'on met en fait. Puis si on veut vraiment avoir un objet bien rond et joli, il faut être présent à toutes les étapes. C'est pas quelque chose qu'on improvise. On se met pas sur son objet, sur son outil de travail et puis on se dit tiens, je vais faire un peu comme ça. Au début, je voulais faire comme. Il y a des fois où c'était compliqué pour moi parce que j'avais envie de faire à ma manière, mais faire à sa manière, ça marche pas en fait. C'est des gestes qui sont transmis depuis des milliers d'années. Ça a commencé, je pense, en Mésopotamie, 3000 avant Jésus-Christ. Donc voilà, enfin, c'est toujours les mêmes gestes. Je veux dire, on s'improvise pas un geste. On s'approprie des gestes, mais voilà, on peut pas improviser des gestes. Donc au début, c'est vraiment de la technique. Et ensuite, tu peux passer à la création. Et ça, ce sera plutôt dans les étapes de décoration. Pour moi, il y a vraiment 2 étapes. Il y a l'étape de création, façonnage, qui est un petit peu sévère, entre guillemets. Puis ensuite vient l'étape créative, où là, on peut vraiment poser notre empreinte, quoi. Je pense que c'est indissociable de la création, enfin en tout cas pour la céramique. On peut pas s'improviser, il faut être patient. Je trouve ça beau justement de se dire qu'il y a quelques milliers d'années, on utilisait une manière de faire et qu'aujourd'hui, on est gardé la même. C'est poétique. Je trouve ça chouette qu'il y ait des choses qui n'évoluent pas trop vite. Ça reste ancestral et je trouve ça beau que ça soit inchangé en fait. Vous venez d'écouter le 4e des 5 épisodes de la série Parle avec les pépites. L'association Parle avec elles tenait à remercier les structures partenaires pour leur soutien précieux, ainsi que tous les bénévoles et les équipes qui ont participé à l'organisation du marché. Merci également aux créatrices pour leur temps et leur ouverture. Parle avec les pépites, un podcast produit par Parle avec elles et réalisé par Écran Sonore. Réalisation éditoriale et montage, Oriane Marty. Mixage et sound design, Grégoire Moussard. Retrouvez le 5e épisode, Créé responsable, lundi prochain. En attendant, tout l'univers d'Écran Sonore vous tend les bras sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Art, patrimoine, société, une narration sensible et enrichissante.